Reverdir le Burkina Faso et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le président du Faso donne le ton en mettant en terre un baobab dans la commune de Zignaré. Objectif cette année, 10 millions d'arbres à planter sur l'ensemble du territoire. Elle sert d'interface entre la communauté musulmane et les pouvoirs publics dans la gestion de plusieurs crises qui ont secoué le Burkina Faso. Après 4 années de gestion, la Fédération des associations musulmanes marque une halte pour évaluer ses actions et réfléchir sur l'avenir. Un deuxième congrès sous le regard du chef de l'État. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Ne plus se contenter de planter les arbres, mais s'assurer de leur entretien. Le président du Faso insiste sur la nécessité d'entretenir les plants mis en terre. À Baolin, ce matin, dans la commune de Zignaré, la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre a été célébrée. Objectif, inverser la tendance de la dégradation des ressources forestières. Et pour cette année, ce sont 10 millions de plants qui seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. Après avoir planté un baobab, le premier des Burkinabés a appelé ses concitoyens à lui emboîter le pas. On écoute le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboury. Je voudrais simplement dire que, comme vous le savez, chaque année, nous avons choisi une journée pour être la journée de l'arbre. Cette journée est consacrée sur l'ensemble du territoire où nous devons reverdir non seulement le Burkina Faso et apporter également notre contribution à la lutte contre le changement climatique. C'est cet acte que nous avons posé ce matin. Mais je voudrais signaler simplement que la question n'est pas de planter les arbres. Il faut assurer leur entretien. Il faut veiller à ce que les animaux ne les mangent pas. Que l'homme ne soit pas responsable encore de sa destruction. Et ça, c'est une autre paire de manches qui nécessite beaucoup de sensibilisation, beaucoup de prise de conscience au niveau des populations pour savoir que la nature n'est détruite que par l'homme. C'est nous-mêmes qui construisons cette situation-là. Donc, il est important que chaque Burkinabé en prenne conscience et que ce soit à Douala comme nous sommes ici aujourd'hui. Nous remercions également le chef pour nous avoir permis de faire ce travail sur ce terrain, que ce soit individuellement, dans nos maisons, dans nos villages. Nous devons inciter les populations à la plantation des arbres et également à avoir une veille citoyenne sur ces arbres-là. C'est ça qui est l'acte important et je pense que c'est la répétition que nous faisons chaque année qui va permettre de faire en sorte que cette prise de conscience soit entière à tous les niveaux. Voilà, merci beaucoup. C'est un deuxième congrès aux allures de bilan après 4 années de travaux de la fêtière des associations musulmanes du Burkina. La FAIB est donc en congrès, occasion pour cette organisation d'insister sur ses acquis. Elle pense avoir servi de pont entre la communauté musulmane et l'autorité publique pour gérer des questions sociales dites sensibles qui menaçaient parfois le vivre ensemble. À ces assises qui se veulent nationales, il a donc été question de pérenniser les acquis, mais aussi de dégager des pistes de solutions pour les 4 prochaines années. Les précisions de Raoul Nassa et de Benjamin Kwame. Ils sont venus de plusieurs régions du Burkina Faso pour prendre part aux travaux du 2e congrès ordinaire de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina. Un congrès qui se tient dans un contexte marqué par la crise sanitaire et sécuritaire. Notre congrès a lieu dans un contexte marqué les attaques terroristes dont certaines seraient commises au nom de l'islam et des musulmans. Pourtant, les actions des groupes terroristes sont la cause des souffrances des milliers de Burkinabés dont la majeure partie est constituée des musulmans. Face à l'exécutif burkinabé, les premiers responsables de la FAIB égrènent les actions entreprises durant les 4 dernières années. L'œuvre visant à rassembler tous les musulmans, du vivre ensemble avec d'autres confessions religieuses, l'implication directe avec l'autorité publique pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, des actions à mettre à l'actif
de la fédération. Mais il y a aussi eu des goulots d'étranglement. Quelques difficultés ont jalonné certains dossiers, notamment celui du projet de loi sur les libertés religieuses, de l'application des dispositions sur l'autorisation du port de voile, du projet de loi portant port des personnes et de la famille, des questions foncières mal ou non réglées. Le contexte du Burkina Faso étant assez fragile, la communauté musulmane interpelle les acteurs nationaux à travailler ensemble pour régler ces difficultés et assurer une paix durable dans le pays. De même, pendant ces 2 jours, les membres mèneront des réflexions sur les réformes organisationnelles et institutionnelles pour que la FAIB soit plus forte. Il est grand temps pour tous les musulmans de regarder vers la même direction et de soutenir cette fêtière pour qu'elle puisse accompagner chaque citoyen de foi musulmane dans sa vie de croyant et pour qu'elle puisse contribuer à mieux impacter le développement dans notre pays. L'ensemble des musulmans de notre pays attendent de ce congrès un signal fort pour consolider les bases en construction depuis 2005 de ce trait d'union des composantes de la communauté des musulmans qu'est la FAIB. Ce 2e congrès qui prend fin le 8 août verra une nouvelle équipe à la tête de la FAIB pour les 4 années à venir. Un dialogue franc et une réconciliation sincère entre tous les fils et filles du pays, c'est ce que la fédération attend comme engagement de tous les composantes de la nation. Et cette réconciliation sincère des fils et filles de la nation doit être associée à un Burkina sécurisé pour une paix durable au pays des hommes intègres. Dans cette quête de solutions face à l'insécurité, il y a la contribution du projet de stabilisation de la région de l'Est. Il a permis à 300 soldats burkinabés déjà engagés dans le combat antiterrorisme sur le terrain de renforcer leurs capacités. Après plusieurs mois de formation, ils sont désormais prêts pour le front. Ce jeudi, ils ont reçu leur attestation des mains des autorités. Abdou Aziz Sari. De retour d'une mission de patrouille, le 34e escadron de gendarmerie mobile de Fada est pris en embuscade par des hommes armés non identifiés. Mais étant des professionnels, les FDS réussissent à renverser la situation. Grâce à leur stratégie et à leur puissance de feu, ils neutralisent et mettent hors d'état de nuit tous les terroristes. Au même moment, la compagnie républicaine de sécurité de l'Est, qui a été informée d'une attaque à quelques encablures de sa position, se met en route pour aller porter secours. Une fois sur les lieux, elle encercle la zone et est sans pitié face aux terroristes. Les résistants sont neutralisés et les coopérants arrêtés. Cette capacité d'intervention est le fruit de plusieurs mois de formation reçue par ces FDS. Aujourd'hui, ils sont présentés à leur ministre de tutelle, Maxime Koné, qui leur remet des attestations de fin de stage. Et je suis encore plus satisfait que ces éléments qui ont été formés sont venus du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils connaissent mieux leur environnement. Donc ça nous évite chaque fois, peut-être, c'est de toujours faire des projections. Et si nous avons des gens sur le terrain qui sont formés, qui connaissent la réalité, et je pense que ça va être quelque chose de très important pour nous. Ils sont au total 300 soldats à bénéficier de cette formation. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du STABEST, le projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina Faso. Un projet initié par l'Agence belge de développement, ENABEL. Nous, notre objectif, c'est que, à travers ce projet, c'est que bien, les unités, lorsqu'elles sont déployées, puissent mettre en œuvre ces capacités
et qu'à terme, cela contribue à la stabilisation de la zone pour notamment le retour de tous les services de base dans toutes les zones de la région de l'Est. Pour les bénéficiaires, beaucoup de choses vont changer grâce à leurs nouvelles compétences. On retient du projet Stabes un véritable outil, voilà, pour nous. Et nous voulons que Stabes puisse s'élargir sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Le projet d'appui à la stabilisation de l'Est du Burkina Faso, Stabest, est financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Eux aussi sont de la grande famille des forces armées nationales et leur rôle est tout aussi prépondérant. Eux, ce sont les gardes de sécurité pénitentiaire. La 6e promotion de l'école de la garde de sécurité pénitentiaire vient de livrer sa toute dernière cuvée, 100 élèves au total. Ils auront passé 2 années de formation aussi théorique que pratique. Un renfort donc pour la sécurité du milieu carcéral. On reste avec Abdou Aziz Sari. Ils sont déclarés aptes à servir et seront mis à la disposition du ministère en charge de la justice pour renforcer la sécurité en milieu carcéral. C'est donc un nouveau jour qui se lève pour ces élèves qui constituent la 6e promotion de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. 119 au total, ces élèves GSP sont composés de 10 inspecteurs, 10 contrôleurs et 96 assistants. Ils reçoivent leurs épaulettes, le couronnement de 2 ans de formation tant théorique que pratique. Ils s'engagent à servir la nation avec honneur, dévouement et loyauté. Si cette cérémonie nous permet de fermer les portes de 2 années de formation, elle est aussi un tremplin pour entamer une nouvelle carrière aux côtés de nos dévanciers. C'est aussi l'occasion de mettre en pratique les savoir-faire et les savoir-être acquis durant notre formation. Cela ne pourrait réussir sans être empreint de valeurs telles que la discipline, le professionnalisme et la loyauté, comme l'illustre bien la devise de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Je vous exhorte, chers promotionnaires, à observer ces valeurs dans votre travail et à relever les défis futurs. Dans un contexte où la lutte contre les tortures et autres peines ou traitements cruels inhumains reste un défi majeur, la ministre en charge de la justice et des droits humains invite ses nouveaux agents au respect des droits des détenus. Chers élèves sortants, chers récipiendaires, travaillez en ayant à l'idée que tout individu peut s'amender, se reformer, se réinsérer dans la société. Pour cela, vous veillerez à préserver dans l'exercice de vos missions la dignité des personnes détenues et l'humanisation de leurs conditions de détention. Baptisée Persévérance, cette promotion, bien qu'heureuse de sa nouvelle compétence, relève quelques difficultés auxquelles elle a été confrontée durant ces 2 ans de formation. Il s'agit entre autres de l'absence d'une infirmerie et d'une salle informatique, ce qui a, selon elle, affecté les conditions de vie et d'études des élèves. Elle souhaite que ces difficultés soient aplanies pour que ceux qui viendront après apprennent dans des conditions optimales. Sur place, la garde des Sceaux rassure. Toutes ces préoccupations trouveront bientôt réponse. Mieux, l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, qui est actuellement sur un site provisoire, verra bientôt des bâtiments sortis de terre sur son site définitif. L'école a déjà un site pour pouvoir ériger son siège. Et donc, nous sommes en train de travailler pour avoir des financements pour construire cet édifice. La plus forte moyenne de cette promotion est de 16,45, obtenue par le délégué de la promotion. Avec vigueur, il passe le fanion aux plus jeunes pour les inviter à faire mieux que lui et ses camarades. Puis, place à une démonstration du savoir-faire des GSP en termes de combat et un défilé des troupes.
Ils sont également des élèves, mais en fin de formation dans l'enseignement secondaire, plus de 1000 nouveaux bacheliers viennent de bénéficier de soutien dans le choix de leur filière de formation à l'université, des séances d'explication et de rencontres avec des professionnels de l'enseignement supérieur qui devraient permettre à ces futurs étudiants d'opérer sereinement leur choix de formation. L'initiative est de l'AJDF, l'Association des jeunes pour la promotion du développement futur. Majid Bakouan. C'est une rencontre entre nouveaux bacheliers et responsables d'universités et grandes écoles. Des journées de l'orientation du bachelier pour aider les futurs étudiants qui peinent à faire le choix d'une filière de formation. L'idée est de l'AJDF, l'Association des jeunes pour la promotion du développement futur. Nous avons reçu d'abord des institutions telles que Naziboni, le FONER, le SIOSPB, la présentation de la plateforme Campus Faso et bien d'autres institutions universitaires qui sont venues s'entretenir avec ces jeunes bacheliers-là. Hormis ces institutions, nous avons eu des personnes ressources ou des experts, comme nous pouvons le dire, qui ont vraiment pris leur temps et qui sont venus partager leur expérience avec ces nouveaux bacheliers sur le choix de leur filière, les défis de la filière, d'abord leur aptitude à choisir la filière, le défis de leur filière et surtout les opportunités. Durant ces 3 jours d'échange, les organisateurs ont eu le soutien du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de l'université Naziboni. C'était vraiment des échanges qui ont permis à ces nouveaux bacheliers de bien comprendre les enjeux et les défis qui vont se présenter à eux et de mieux les affronter. Alors ça a permis à certains, n'est-ce pas, de pouvoir revenir peut-être, de réviser leur position par rapport donc à leur orientation et pour mieux s'orienter tenant compte de leur profil. Et à partir aussi des différentes possibilités qui s'offrent à eux. Parce que beaucoup, par exemple, n'imaginaient pas l'existence de certaines formations au Burkina Faso et particulièrement même à Naziboni. Cette rencontre a permis de réunir plus de 1000 nouveaux bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles pour entamer des études supérieures. Des choix éclairés pour des études supérieures, c'est également ce que le Serpamad souhaite aux nouveaux bacheliers. Le Centre de recherche panafricain en management pour le développement est allé au-delà des souhaits. Il a permis un cadre d'échange qui a réuni les futurs étudiants et un conseiller d'orientation. Arsène Konditamdi. Dans cette salle du Sénasa, des nouveaux bacheliers viennent à l'information. Face à eux, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle qui leur donne des conseils afin de faire des choix judicieux pour la suite de leurs études. Des choix d'aujourd'hui, mais qui auront des répercussions certaines sur leur futur. Un cadre d'échange possible grâce au Serpamad, le Centre de recherche panafricain en management pour le développement. De nos jours, après le bac, beaucoup de nouveaux bacheliers font de très mauvais choix. Et ces mauvais choix les amènent à échouer dans plusieurs filières. Voilà. Donc, je salue vraiment cette initiative du Serpamad qui ont inclus l'orientation scolaire dans leur programme. Donc, à partir de cette communication, je suis convaincu que les participants sont outillés déjà pour savoir comment faire les choix. Et le choix se fait en fonction de la vocation professionnelle, en fonction de ses aptitudes scolaires de la seconde jusqu'en terminale. Pour ces nouveaux étudiants, c'est une expérience enrichissante. Quant au premier responsable du Serpamad, il rassure, cette activité n'a pas pour vocation de faire la cour à ses étudiants. Il faut plutôt y voir une action citoyenne. C'est vrai que le Serpamad déjà est une institution qui est du renom, qui est très bien cotée au niveau, effectivement, auprès des jeunes. Mais il faut dire que cette activité surtout s'inscrit dans le sens, comme je le disais tantôt, d'une œuvre citoyenne pour accompagner. Ce n'est pas tous ceux qui vont venir effectivement à cette activité qui vont se retrouver au Serpamad. Mais pour nous, c'est l'occasion effectivement de pouvoir les permettre de pouvoir avoir l'opportunité de s'égayer. Pour nous, c'est aussi une fierté de pouvoir quand même les accompagner, à leur permettre effectivement de pouvoir se célébrer eux-mêmes. C'est une initiative qui est mise en œuvre tous les ans, depuis 3 années maintenant, sur l'initiative du bureau des étudiants du Serpamad. En marge de cette journée, les étudiants ont dansé et chanté sur des rythmiques d'artistes venus égayer l'activité.
Elle a obtenu le baccalauréat il y a plusieurs années et a décidé de s'orienter en médecine. Aujourd'hui, Princesse Podiaré est en 6e année de médecine, étudiante mais aussi reine de beauté pour avoir remporté le concours Miss 2017. Parallèlement à ce titre, la jeune dame a mis en place une start-up dénommée Asoué qui fait dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. L'entreprise a 3 ans cette année. Asoué marque donc un arrêt pour commémorer avec tous ses membres ces 3 années au cours desquelles plus de 18 000 pneus ont été recyclés dans la ville de Ouagadougou. On en sait plus avec Benjamin Kwame. Une halte pour célébrer 3 années d'existence d'Asoué. L'entreprise sociale et citoyenne a créé au cours de cette période 67 emplois directs, 450 emplois indirects et recyclé plus de 18 000 pneus dans la ville de Ouagadougou. Avec ces pneus, c'est plus de 100 produits qui sont fabriqués. Des poufs, des pots de rangement, des semelles de chaussures et bien d'autres. En 3 ans, nous avons recyclé 18 570 pneus. Voilà, donc pour l'arrondissement 5, nous avons pu rassembler au moins 10 000 pneus rien que dans cette commune-là. Et si Asoué parvient à faire cela, 12 arrondissements, imaginez en 2-3 ans ce qu'on pourra faire. Et à travers le recyclage, nous valorisons les tissus burkinabés. Si vous voyez, vous allez voir des poufs faits avec du coco d'Unda, du batik, du bilipende, du borolan. Nous valorisons à travers le recyclage le tissu africain en général. C'est donc une commémoration qui se tient sur 3 jours. Du 6 au 8 août, l'étudiante en 6e année de médecine et ses collaborateurs exposent ces produits recyclés au showroom d'Asoué pour inviter les Burkinabés à les découvrir et s'en procurer. La dernière trouvaille de la PME est une poubelle à tri et écologique. Avec une partie bleue pour les produits recyclables, les produits recyclables, c'est-à-dire les déchets solides tels que le sachet, le plastique, les verres, et une partie jaune pour les produits non recyclables tels que les produits mélangés, les aliments. Autrefois, les gens ne pensaient pas pouvoir utiliser parce qu'avant, les pneus étaient stagnés dans les caniveaux et servaient de nid de moustiques. Et cela entraîne la propagation des moustiques. Et en tant qu'étudiante en médecine, j'ai décidé de me lancer dans cette activité parce que non seulement c'est une activité sanitaire qui permet de lutter contre la protection de l'environnement et contre la protection également des personnes. C'est donc l'art au service de l'écologie. L'entreprise, en 3 ans, a aussi sensibilisé les Burkinabés sur l'éco-citoyenneté, l'éco-entrepreneur et sur la promotion des métiers de l'art et du recyclage. De quoi donner grande satisfaction au maire de l'arrondissement 5, dont la circonscription bénéficie des bienfaits du projet. Si on donne une nouvelle vie à ces pneus-là, je pense que c'est salutaire et ça va vraiment aider ce pays, parce qu'on va sortir de l'insalubrité que créent ces pneus. Aider le Burkina Faso en créant de l'emploi vert et en faisant de lui une référence en Afrique dans le recyclage et la transformation des pneus usés, c'est ce que vise Asoué à long terme. Elle qui souhaite aussi quitter l'artisanat pour l'industrialisation. Merci à tout le personnel d'Asoué. Lui aussi marque une halte pour réfléchir sur ses actions menées ces 5 dernières années. Le conseil régional du centre est au bilan. Entre 2016 et 2020, plusieurs projets de développement ont été réalisés au profit des communes du Kadiogo, l'unique province de la région du centre. Dans la foulée, on apprend que le bilan est satisfaisant à tous les égards. Par exemple, en matière de mobilisation des ressources financières, Éric Thiem Touré et son équipe se sont illustrés de la plus belle des manières. Plus de détails avec Abdou Aziz Sari. De 2016 à 2021, ce sont plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés au titre du fonds minier qui ont été injectés dans le développement de la région du centre, selon le président du conseil régional. Routes, écoles, forages, électrification, entre autres, nombreuses sont les infrastructures qui ont été réalisées à Ouagadougou et dans ces 6 communes rurales au grand bonheur des populations. À l'heure du bilan, c'est la satisfaction. Et c'est une satisfaction pour le conseil régional du centre. Et cela nous rassure que nous ne sommes pas trompés en conviant les OSC partenaires à venir pour qu'ensemble nous déroulons le contenu des activités du conseil régional du centre de 2016 à aujourd'hui
et recevoir leurs observations, leurs remarques. C'est des œuvres humaines, nous pouvons nous tromper à un moment et c'est surtout ça l'objectif, pouvoir améliorer pour les activités à venir. J'avoue que c'est vraiment une satisfaction pour nous. Ce qui satisfait le plus Éric Thiam Touré et ses collaborateurs, c'est le fait d'avoir réussi à développer des initiatives pour accroître le budget du Conseil régional du Centre. Vous avez vu, nous avons pu ériger notre siège R+3 sur fonds propres. Nous avons acquis un bus que nous allons mettre en location bientôt et nous avons un autre défi qui est l'aménagement de notre forêt régionale en type Bangrewego 2. En tout cas, c'est vraiment des motifs de satisfaction pour nous d'avoir en tout cas créé une plus-value au nombre des activités de routine du Conseil régional. En termes de difficultés rencontrées, le président du Conseil régional note entre autres la lourdeur dans les processus de passation des marchés et le manque d'entretien de certaines réalisations faites dans les communes rurales. Puisque vous savez que quand nous réalisons une activité, quand nous mettons en place une structure, un ouvrage, le Conseil régional ne peut pas repartir encore pour l'entretien, etc. Et là, nous constatons que quelquefois, il y a des défauts. Mais nous comprenons, parce que les structures, les communes bénéficiaires ont des budgets aussi qui ne sont pas énormes. En perspective, le Conseil régional du Centre entend réaliser, entre autres, 2 sièges-pièces à Saba et à Koubri, 2 lycées dans les arrondissements 10 et 7 et un ouvrage de franchissement au niveau de l'arrondissement 8. Tous ces projets sont déjà en cours et vont coûter environ 700 millions de francs CFA financés par le Fonds minier de développement. Si le Conseil régional du Centre a pu mobiliser des ressources financières pour toutes ces réalisations, c'est en partie grâce à l'ADCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, a pour mission essentielle de financer les communes. Pour mieux être en phase avec leurs réalités, l'institution est en passe de se doter d'une nouvelle stratégie. Ces acteurs sont en réflexion pour également revoir la nomenclature budgétaire conformément à la nouvelle politique de gestion des finances voulue par le ministère de l'Économie et des Finances. Regardez. Ils sont tous là, tous les acteurs de la chaîne financière de l'Agence nationale d'appui aux collectivités territoriales. L'ambition est bien affichée, doter l'ADCT d'outils de gestion conformément à une circulaire du ministère des Finances. En clair, il est question de revoir la nomenclature budgétaire de l'institution chargée de financer les communes burkinabées. Il fallait revoir en tout cas ce budget-là pour l'adapter suite à cette circulaire. Il y avait des lignes qu'il fallait en tout cas annuler ou revoir. Donc cette activité nous a permis éventuellement à cette occasion de profiter, faire ce travail-là pour permettre aux comptables à notre retour de pouvoir éventuellement régulariser un certain nombre d'opérations. Comme je l'ai dit également, c'était une occasion de refaire l'évaluation du budget à mi-parcours, comme nous sommes en juillet, et cela nous permettra en tout cas d'avancer sereinement vers la fin de l'année. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'activité que nous avons. Revoir l'exécution financière du budget, mais aussi relire et évaluer le plan stratégique de l'institution dirigée par Bruno Dipama. Voilà pourquoi, quand les acteurs de la chaîne financière sont en réflexion, de l'autre côté de la ville de Bobo-Dioulasso, les acteurs intervenant dans la planification et l'élaboration des plans de travail, eux, se concertent. En plus d'évaluer le plan stratégique actuel, ils ont pour mission d'aboutir à une nouvelle stratégie. Bien entendu, c'est cette suite-là que nous avons entamé actuellement. Nous sommes en train d'élaborer un projet de termes de référence pour l'élaboration justement en fait de nouveaux plans stratégiques en nous basant bien entendu sur les résultats de l'évaluation qui vient d'être faite. À la fin des travaux, les goulots d'étranglement ont été clairement identifiés. Je compte qu'en termes d'indicateurs, il y a eu des défaillances en fait dans la formulation par exemple de certains indicateurs. Il y a eu également en fait l'absence de valeurs de référence et de valeurs cibles. Tant aussi bien qu'à l'évaluation, il y avait en fait quelques difficultés. Alors, en termes au niveau de la mise en œuvre,
nous nous sommes rendus compte effectivement que quelquefois il y avait une incohérence entre les activités qui sont programmées et bien entendu les différentes orientations stratégiques qui étaient contenues en fait au niveau du plan stratégique. Et c'est le résultat de cette évaluation qui permettra de réussir le nouveau plan stratégique pour une ADCT en phase avec les nouveaux défis du moment, rassure le directeur général Bruno Dipama, qui a suivi de près les travaux des acteurs de la planification. L'ARCEP, l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes, elle s'ouvre aux journalistes. La composition, le fonctionnement et les domaines de compétences de la structure ont été présentés aux hommes de médias au cours d'un atelier objectif, faire mieux comprendre et connaître l'ARCEP aux populations. Majid Bakouan. Pour promouvoir ses attributs et avoir une meilleure visibilité, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, joue la carte de la formation. Une formation au profit des hommes et femmes des médias. Durant 2 jours, ces journalistes ont acquis des notions sur le fonctionnement de l'ARCEP pour ensuite être des relais auprès des populations. Les professionnels des médias, comme vous le savez, sont des partenaires incontournables pour que l'autorité de régulation des communications électroniques des postes puisse être connue avec les autres acteurs du secteur par rapport à leurs activités dans ce secteur transversal que est celui des communications électroniques des postes. C'est votre accompagnement. Et pour que vous puissiez nous accompagner, il faut que vous puissiez comprendre l'écosystème du secteur, les différents acteurs avec leurs rôles, leurs missions, afin de mieux servir l'information à destination du public. Les problématiques liées au déploiement des réseaux mobiles, les sanctions des manquements des opérateurs de téléphonie mobile et le droit d'occupation du domaine public sont entre autres des modules au centre des échanges. En tant que communicateurs, nous allons aborder un certain nombre de thématiques qui concernent le secteur. Vous le savez, il y a un certain temps, on ne parlait pas beaucoup des télécommunications. De plus en plus, les besoins sont énormes, les attentes sont aussi élevées et légitimes. À partir de cet instant, nous allons évoquer le cadre juridique qui encadre ces secteurs régulés. Nous allons aussi discuter des obligations et des droits des opérateurs. Nous allons travailler sur les services qui sont attendus des consommateurs, les services qui doivent être fournis par les opérateurs et les services qui doivent être régulés par l'ARCEP. Cette formation fait partie d'une série de rencontres en vue d'une meilleure prise en charge des parties prenantes. Elle intervient après celle tenue avec les acteurs de la justice. L'apprentissage de la langue anglaise pour briser la barrière linguistique, c'est le credo du Centre de langue canadien. Aujourd'hui, cette structure s'engage dans la formation des tout-petits à la langue anglaise. L'idée, c'est de les outiller pour une bonne maîtrise de cet instrument d'échange qui offre aujourd'hui des opportunités d'emploi à l'international. C'est la quintessence de la première édition de son programme dénommé Bilanguage Kids. Archimède Boy. Ces enfants apprennent leurs leçons d'anglais en chanson. Ici, au Centre de langue canadien, ils participent à la première édition de Bilanguage Kids, un programme destiné à initier les tout-petits à la langue anglaise en vue de briser la barrière linguistique. Ils nous apprennent bien l'anglais, on détaille tout ici, ils nous montrent ce qu'on doit faire pour bien comprendre l'anglais ici. It has been a pleasure to take this program avec... Parce que nous avons déjà fait nos preuves dans les organisations internationales où nous avons formé des gens, nous avons formé des personnels qui aujourd'hui arrivent à bien s'exprimer en anglais. Et grâce à ces formations que nous avons offertes. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons réfléchi et nous avons vu qu'il faut aller encore plus loin. Ça veut dire quoi? Il faut maintenant toucher les enfants. Donc, nous avons dit, OK, au lieu de former les adultes, nous avons pour objectif de former les enfants maintenant. Donc, les enfants vont grandir avec la langue. Pour les organisateurs de cette formation, être diplômé des universités ou des grandes écoles sans une bonne maîtrise de la langue anglaise constitue aujourd'hui un handicap sur le marché de l'emploi. Donc, les avantages de l'anglais, c'est d'avoir les bons postes. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans un poste où il ne peut pas parler anglais. S'il y a des partenaires, à chaque fois, il faut faire venir des interprètes qui ne sont pas de la boîte. Et ce n'est pas tout qui se dit à des gens qui ne sont pas de la boîte. Donc, il faut vraiment
si vous parlez anglais, les opportunités, on ne peut même pas les compter. Maintenant, ce que nous avons pu constater, même pour postuler à des bourses de master ou de doctorat, on vous demande de prouver que vous parlez l'anglais. L'une des particularités du Centre de langue canadien, c'est la formation dispensée aux élèves à l'approche des examens scolaires de fin d'année en vue de les préparer aux épreuves orales en anglais. Quelques soucis techniques donc avec ce reportage. Avant de nous quitter, faisons un tour du côté du palais de l'empereur des Mossé, où les membres du Conseil national de l'économie informelle ont été reçus par le Moronaba Bango. Il était question pour Salifouni Kiema et son bureau d'aller prendre des bénédictions pour la suite de leurs activités. Il a surtout été question de présenter l'ensemble des 45 démembrements provinciaux du Conseil national de l'économie informelle. Roméo Koïta. Dans le processus de formalisation de leurs entreprises, les acteurs du secteur informel se sont organisés au sein d'une fêtière dénommée Conseil national de l'économie informelle. La structure est représentée dans les 45 provinces du pays. En se rendant chez le Moronaba, cette délégation des acteurs de l'informel vient non seulement lui présenter l'organisation, mais aussi demander des conseils pour réussir leur mission. Sa Majesté vraiment nous a vraiment conseillé de faire vraiment comme ce que le chef de l'État a dit, que chacun nous tous, on n'a qu'à se pardonner entre nous, on n'a qu'à tout faire pour travailler avec union et sans division, de faire tout pour rassembler tout le monde ensemble pour vraiment construire notre beau pays qui est le Burkina Faso. L'un des freins à l'essor du secteur, ce sont les fréquentes mésententes entre les acteurs. Le nouveau bureau veut alors travailler à fédérer toutes les associations professionnelles autour du même objectif. On est engagé à travailler pour la cohésion nationale, pour l'union, pour travailler que tous les fils et filles de Burkina Faso se réunissent par d'une seule même langage et vraiment travailler pour faire sortir le pays de là où il est. Le Conseil national de l'économie informelle compte 41 membres. Il regroupe les acteurs du secteur informel exerçant dans l'artisanat, le commerce, l'agro-sylvo-pastoral et la transformation des produits locaux. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous suivez du côté de la commune de Djigoué dans le Poni, soyez-en remerciés. À bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.